Tu m'as encore loupé les titres. Je te demande pourtant pas grand-chose, m'enregistrer le journal quand j'ai conseil d'administration. Et les Amis de la Vie, association bien connue, eh bien, organise une petite soirée. Vous allez nous dire laquelle? Eh bien, à l'invitation des Amis de la Vie, le comité local d'Attaque Bergerac a répondu à leur invitation en proposant une intervention de Frédéric Vial au sujet de l'Europe et de l'économie. Alors, pardon, mais Attaque, on connaît, mais peut-être on ne connaît pas. Vous pouvez préciser de quoi s'occupe l'association Attaque? C'est l'association pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne, une association qui existe depuis 1998, qui est une des chevilles ouvrières de l'altermondialisme et qui lutte entre autres contre les paradis fiscaux, qui fait quelques actions d'éclat encore, il y a encore quelques jours là à Paris contre les GAFA qui ne payent pas suffisamment d'impôts, en France notamment. Voilà. Vous êtes nombreux à Bergerac? On a été plus nombreux qu'aujourd'hui. Mais on invite tous les sympathisants des idées de l'association à nous rejoindre et à grossir nos rangs parce que on a besoin de... D'accord, merci. Alors, donc vous avez invité ce monsieur qui va se présenter peut-être. Frédéric Vial, enchanté. Et alors je suis là comme entre guillemets spécialiste des questions de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'en fait ils m'ont demandé de venir parce que dans le mouvement altermondialiste, je suis un petit peu connu pour avoir écrit des choses sur les accords de libre-échange, sur les institutions de l'Union européenne. Et le but de ce soir, de la soirée de ce soir, c'est de fixer un petit peu les enjeux par rapport à l'élection qui arrive, parce qu'il y a une élection dans pas tellement longtemps sur le Parlement européen, et dans le contexte actuel, c'est vrai que beaucoup de personnes se posent la question de savoir d'abord à quoi ça sert, le Parlement européen déjà en soi, l'Union européenne plus généralement, et qu'en même temps on a l'impression que ça sert à tout, et puis on se demande vraiment à quoi ça sert, on se demande s'il y a des choses, des moyens de changer, de ne pas changer, quelles contraintes ça pose, qu'est-ce qu'on peut faire avec, etc. etc. Pardon, vous êtes économiste, on peut dire? Juriste plus, c'est puisque je suis docteur en droit, c'est mon titre exact, et je suis juriste, voilà. Et particulièrement, le droit européen vous intéresse? Là, je suis obligé d'être dedans jusqu'aux yeux, puisque sinon, je m'en sors pas. Et donc, j'ai eu l'occasion, effectivement... vous savez, en fait, l'Union européenne, on est obligé de s'en occuper, parce que, et c'est aussi ce que je vais dire ce soir, il y a beaucoup de choses qui se décident à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'impact sur nos vies au quotidien. Et en fait, les élections européennes sont presque pas des élections étrangères, ce sont des élections d'abord nationales en réalité, et c'est vrai pour chacun des pays des États membres de l'Union européenne. Excusez-moi, mais du point de vue du droit, l'Europe se défend assez bien, contrairement au point de vue économique dont monsieur vient de nous parler. Il me semble que la Cour de justice, le Comité des droits de l'homme, l'Europe était plutôt une bonne chose du point de vue juridique, ou je me trompe? Une bonne chose ou une mauvaise chose, ça c'est chacun jugera. En revanche, ce qui est certain, c'est que c'est un droit intégré, c'est un système de droit intégré. On va en parler aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le droit qui est issu de l'Union européenne, en fait, s'applique, y compris à l'intérieur des États membres. Et c'est pour ça qu'entre autres, ça a un impact important. Et la Cour de justice, là vous l'avez évoqué, a un rôle absolument déterminant sur la question. Donc on va parler de toutes ces choses-là, mais surtout... Excusez-moi, pardon, mais ce rôle, vous ne le défendez pas? Le rôle de la Cour de justice? Vous dites à chacun de voir, mais vous avez probablement une opinion là-dessus tout de même, non? Alors, ça dépend de quoi on parle. Si la question c'est de savoir est-ce que je défends la Cour de justice pour elle-même, pas spécialement, elle n'a pas besoin de moi. Si je défends l'Union européenne pour elle-même, non plus, parce qu'elle est grandement critiquable. Si les questions du projet européen, on va en parler de ce soir. Et là, peut-être que les choses vont être plus nuancées. C'est-à-dire que, en fait, pour tout vous dire, je vais vous spolier la fin et vous raconter ce que je vais raconter à la fin.
Pour moi, le projet européen est un projet valable, mais l'Union européenne est le pire ennemi du projet européen. C'est-à-dire l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire telle qu'elle fonctionne effectivement, est véritablement ce qui est en train de faire échouer le projet européen de paix, de prospérité partagée. Et c'est tout ça dont on va parler aujourd'hui, et en quoi les élections européennes sont l'occasion de faire monter un certain nombre d'enjeux extrêmement importants. Vous voyez, aujourd'hui, on traverse une crise sociale et démocratique extrêmement forte. Ce qui se passe au niveau de l'Union européenne ne peut pas être considéré comme étranger à ce qui se passe aussi ici et maintenant. On parle constamment des gilets jaunes, ne peut pas être étranger à ce qui se passe ici et maintenant. Et on va parler de tout ça aussi. Voilà. D'accord, merci. Une dernière question peut-être. Vous avez sûrement l'habitude de ce genre de réunion. Vous en attendez quoi? Vous demandez, vous laissez les gens prendre la parole Oui. Non, mais ça, c'est le but de l'exercice. C'est-à-dire qu'il y aura une petite introduction de ma part, mais après, ce qui est important, c'est le débat. Et ce genre de réunion, et effectivement, j'en ai fait quand même quelques-unes maintenant, ce qui est important, c'est l'échange, le débat, parce que c'est comme ça, en fait, que politiquement, on arrive à faire passer un certain nombre de messages, mais même simplement à faire avancer les choses. Vous voyez, c'est par le débat et par le fait que les gens parlent et posent des questions, mais pas seulement posent des questions, interviennent aussi. Il y a des expériences aussi qui sont partagées, qui sont très intéressantes, très souvent. Oui, c'est ce que semble oublier le grand débat national, c'est que le débat a commencé avant lui et sans lui. Vous en êtes un exemple. Et se poursuivra de toute façon, j'espère bien, parce que vraiment, là, on va faire le contraire, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir un monologue de 6 heures, de quelqu'un qui sait tout et qui est debout au milieu des gens assis. Je ne vois pas du tout de qui vous parlez. Ah bon? De Fidel Castro, vous voyez. Notre Fidel Castro national à nous qui parle pendant 6 heures. Non, ça ne va pas être ça du tout. Voyez. Merci beaucoup. S'exprimer. Merci. Oui, alors on m'a demandé de pas mettre mon engagement politique de côté, parce que personne ne met son engagement politique de côté, mais d'avoir une intervention qui soit beaucoup plus une présentation d'un certain nombre d'enjeux, et notamment des enjeux des élections qui arrivent, ce qui implique de dire un petit peu, finalement, qu'est-ce que c'est que cette Union européenne que nous avons. Et puis après, bien entendu, vous allez voir assez rapidement, mais ça chacun jugera de ce qu'il en pense, les opinions politiques, mais chacun juge, chacun est susceptible de faire sans doute la part des choses. Si on essaye de se poser un certain nombre de questions sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est vrai que là, les élections qui arrivent dans pas tellement longtemps, finalement, c'est dans quelques mois, sont des élections qui donnent une impression un peu mitigée. C'est-à-dire que jusqu'ici, on n'en parle pas véritablement, mais à chaque fois c'est un petit peu comme ça, c'est-à-dire que les élections européennes passent à chaque fois comme étant des élections un petit peu secondaires, et sur des enjeux qui sont rarement explicités, ou alors qui sont plutôt présentés comme étant des enjeux assez nationaux, maquillés un petit peu avec quelques considérations européennes. Ça donne lieu, en général, les élections européennes, vous avez remarqué ça aussi, à beaucoup de grandes déclarations de principe sur soit certains qui déclarent leur amour inconditionnel et la larme à l'œil d'une Europe qui ne serait pas véritablement définie, soit alors complètement à l'inverse. Et puis, dans tout cela, il est quelquefois un petit peu difficile de savoir ce qu'il en est. Ce qu'on constate aussi à l'occasion de ces élections européennes, très souvent, c'est un taux d'abstention important qui s'explique donc par le fait que, en effet, un certain nombre d'informations ne passent pas, et que jusqu'ici, en tous les cas, l'idée que ce sont des élections qui sont importantes ne passe pas réellement. Alors on va voir, on verra bien après ce que vous en penserez, si ce sont des élections importantes ou pas. Je ne suis pas nécessairement là pour vous vendre les élections européennes et vous amener à voter cela, parce qu'encore à cette occasion, puisque chacun sera assez grand pour en décider seul. Mais ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui ensemble, si vous voulez bien, pendant la présentation que je vais faire, et puis ensuite qui va être nécessairement une présentation courte, dans laquelle je vais aborder seulement un certain nombre de points,
qui va ouvrir lieu à un débat, bien entendu, puisque l'important, après, c'est bien l'échange qu'il y aura entre nous. En fait, je crois que la première chose qu'il faille distinguer, c'est faire la distinction entre deux notions qui sont totalement différentes à mon sens, qui sont d'une part l'Europe et d'autre part l'Union européenne. Je crois que la première distinction, la première chose à faire, la première clarification pour poser les enjeux se trouve là. Parce que si on essaye de donner des définitions un peu précises aux mots, et probablement le fait que je sois juriste m'entraîne à cela, mais l'Europe, si on veut bien y réfléchir ensemble, c'est un projet. C'est en même temps un projet et une situation géographique et culturelle. Pour ce qui concerne la situation géographique et culturelle, il y a une certitude, c'est que nous sommes en Europe, point, et que tout le reste n'existe pas. C'est-à-dire qu'il est de toute façon inimaginable de faire l'impasse sur cette réalité culturelle, géographique, historique qui s'appelle l'Europe. C'est une réalité. Maintenant, cette réalité-là, elle s'est augmentée au fil du temps avec ce qu'on peut appeler le projet européen, c'est-à-dire l'idée que, personnellement, je trouve extrêmement séduisante et que je pense qu'on est nombreux à avoir accepté comme telle et en tous les cas trouvé séduisante, l'idée d'une rencontre, l'idée de se dire les problèmes sont globaux, les situations doivent être globales. Ce n'est pas seulement dans notre pays qu'on va réussir à trouver des solutions seules sur des problèmes aussi considérables que peuvent être les problèmes environnementaux, de chaos climatique, les problèmes concernant la finance, les problèmes concernant les marchés, etc. etc. Tout ça, ça doit se régler à un niveau supérieur au niveau national. Et donc, le projet européen, c'est aussi, intuitivement, on peut le définir de cette façon-là, c'est-à-dire cette idée que les problèmes étant européens, au moins, ou globaux, leurs solutions doivent être globales. Cette idée également de rencontre des peuples, cette idée également de prospérité, cette idée de paix, finalement, qui nous habite tous et toutes, et ce n'est pas du tout un hasard, évidemment, que la question européenne est apparue après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Ça faisait quand même 2 fois que la France et l'Allemagne se déchiraient, en réalité 3, parce qu'il ne faut pas oublier 1870, et dont 2 fois en guerre mondiale, ça fait beaucoup quand même, la barque était suffisamment lourde pour qu'on cherche, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, des solutions concrètes pour amener à ce que ça ne recommence pas. Donc cette idée européenne, c'est-à-dire cette idée de rencontre, et qui aujourd'hui peut se traduire par le fait qu'il y a des voyages culturels, etc., ce sont des choses qui sont extrêmement séduisantes, qui sont extrêmement intéressantes, et je crois qui nous ont, les uns et les autres, beaucoup plu, et qui continuent, en fait, sans doute à nous plaire. Maintenant, il faut distinguer ça avec la réalité contingente qui est celle de l'Union européenne, c'est-à-dire les institutions telles qu'elles existent réellement et telles qu'elles fonctionnent réellement, qui nous ont été vendues comme la mise en place concrète d'un projet européen, mais dont je pense, et j'espère vous en apporter la démonstration, aujourd'hui l'Union européenne est peut-être sans doute le pire ennemi du projet européen. C'est-à-dire que telle que l'Union européenne est effectivement, nous sommes confrontés à un problème très sérieux et qui précisément est celui qui va à l'encontre de ce projet européen que nous avions ou que nous avons tant aimé. L'Union européenne, c'est quelque chose qui sont des institutions. Ce sont des institutions qui fonctionnent d'une certaine manière aujourd'hui. Alors, parmi le cahier des charges qui m'a été demandé, c'est-à-dire ce qu'on m'a demandé de faire, on m'a dit il faudrait, et ce serait pas mal, d'avoir quelques mots sur le fonctionnement et qu'on voit un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, les élections au Parlement européen. Si on essaye de clarifier un petit peu ça, puis ensuite on attaquera, si vous voulez bien, les impacts sur le plan économique et on verra là tous les enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Ce que nous avons aujourd'hui, l'Union européenne, c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs, qui n'a jamais existé dans l'histoire, qui est complètement particulier, qui est cette idée qui n'est pas une fédération, c'est pas un État, c'est pas un État fédéral,
c'est interétatique, ce sont des États membres qui se regroupent, qui ont décidé de mettre en place un certain nombre d'institutions et qui ont mis en place comme institution une machine à fabriquer du droit. L'Union européenne est une machine à fabriquer du droit et du droit intégré, c'est-à-dire du droit qui s'applique à l'intérieur des États membres en suivant un principe qui est en même temps très simple et extrêmement efficace, qui est celui de la prévalence du droit de l'Union européenne sur le droit national. Cette prévalence du droit de l'Union européenne sur le droit national, elle est dans les traités de l'Union européenne. Il y a deux textes aujourd'hui, le traité de fonctionnement de l'Union et le traité sur l'Union européenne, qui sont les textes qui ont été votés à Lisbonne en 2007 et ratifiés en France en 2008, qui sont les photocopies presque exactes du traité constitutionnel européen qui a été rejeté 3 fois, l'Irlande, les Pays-Bas, la France, et qui néanmoins sont devenus les traités de fonctionnement de l'Union et le traité sur l'Union européenne, c'est-à-dire les traités de Lisbonne. Ces textes-là pérennisent cette idée que chaque fois qu'il y a une décision qui est prise par les institutions de l'Union européenne, toutes les personnes, aussi bien les personnes physiques que les personnes morales, aussi bien vous et moi que les entreprises, peuvent s'en prévaloir et les faire appliquer avant le droit national. Si demain, chacun d'entre vous, vous ou moi, ou n'importe qui d'autre, souhaite qu'une règle de l'Union européenne s'applique plutôt qu'une règle nationale, il obtiendra gain de cause en allant devant la Cour de justice de l'Union européenne. Mais aussi, et c'est moins connu mais c'est tout aussi important, en allant devant le juge français. Les institutions françaises, le juge français, le Conseil d'État, la Cour de cassation, participent de cette intégration juridique. J'en arrête là avec les choses un petit peu techniques parce que ça va vite devenir enquiquinant. Et puis j'ai promis tout à l'heure à quelqu'un que, certes j'étais prof de droit, mais qu'il n'y aurait pas d'interrogation écrite à la fin. Mais c'est important quand même de voir ça, c'est-à-dire qu'on est dans un système de droit intégré, prévalence du droit européen sur le droit français. Et d'ailleurs c'est écrit dans notre Constitution, c'est le titre 15 de notre Constitution française. Donc voilà, ça c'est le socle. À partir de là, comment ça fonctionne? Ce sont des États membres. Donc des États membres qui fonctionnent d'abord comme des États. C'est-à-dire que l'impulsion politique vient de ce qu'on appelle le Conseil des chefs d'État et de gouvernement. Ce chef d'État et de gouvernement, ils fixent des grands calendriers. Et ils disent, tiens, les traités fondamentaux disent tel principe, on va voir comment on les met en place. Je fixe les grandes lignes politiques. Le Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire des conseils des ministres, traduit ça pour chacun des secteurs concernés, l'économie, l'agriculture, la santé, etc., etc. Et là, prend un texte. Et ce texte, et c'est ça où on commence à voir un des enjeux des élections européennes qui arrivent, ce texte, il faudra qu'il soit voté en codécision avec le Parlement. Le Parlement, il a ce rôle-là, de voter les textes en codécision. Il y a 120 domaines de codécision dans lesquels le Parlement intervient, c'est-à-dire pratiquement tous les domaines législatifs, sauf, et ça c'est important aussi, un que n'a pas le Parlement européen, c'est dans le budget les recettes. Le Parlement n'est pas un Parlement complet, le Parlement européen n'est pas un Parlement complet, parce qu'il ne vote pas les recettes. Pourquoi? Parce que les recettes sont décidées par les États membres. Les recettes, c'est-à-dire l'argent que les États membres consentent à mettre dans l'Union européenne. Ça, c'est pas voté par le Parlement. Donc, ça veut dire que le Parlement européen n'est pas un Parlement complet, au sens où nous, on entend, ou dans toutes les démocraties, on a entendu ce qu'est un Parlement. Un Parlement, c'est d'abord, vous le savez historiquement, hein, le Parlement, il vote d'abord le budget. Bon, et bien là, les recettes, il les reçoit, le Parlement, et il ne peut rien dire parce que ce sont les États membres qui les disent. Qui disent, voilà, moi je vais donner ça, moi je vais donner ça, moi je vais donner ça, et qu'ils le disent parce qu'ils se mettent d'accord avant sur le mécanisme de contribution. Donc, les recettes, c'est plié, il est informé, hein, quand même, il ne faut pas exagérer, mais enfin, après, c'est pas lui qui vote les recettes. Mais pour le reste, il a son mot à dire sur toutes les décisions
presque toutes les décisions qui sont prises dans l'Union européenne. Et les recettes, et l'autre chose sur laquelle il n'intervient pas, c'est la monnaie. Il n'intervient pas sur la monnaie. Je vous invite à considérer qu'aucun parlement dans le monde n'intervient sur la monnaie. Donc les choses ne sont pas extraordinaires de ce point de vue-là. Le Parlement français n'intervient pas sur la politique monétaire de la France, qui n'existe pas d'ailleurs, elle a été déléguée à la Banque Centrale Européenne, mais aucun Parlement n'intervient sur la monnaie non plus. Donc pour le reste, il s'agit d'un Parlement qui a quand même des moyens au moins de bloquer un certain nombre de décisions. Il n'a pas, le Parlement européen, les moyens d'avoir d'initiative. Ce n'est pas lui qui prendra les lois qui vont devenir des lois européennes. Ce n'est pas lui qui a l'initiative. Là aussi, je vous invite à considérer que c'est le cas aussi pour notre Parlement en France. Nominalement en France, le Parlement, il a le droit, un député, un sénateur peut se réveiller un matin et peut dire « Tiens, j'ai une idée ». Normalement, c'est leur rôle même, hein, s'ils faisaient leur travail, normalement, ils le... Bon, on voit bien qu'ils ne le font pas, mais si ils pourraient le faire, en tous les cas, juridiquement, ils ont le moyen de le faire, ils peuvent se lever le matin et dire « Tiens, j'ai une idée intéressante, je fais une proposition de loi, c'est possible. » Sauf que, y compris dans notre Parlement national, la proposition de loi, elle a une chance d'arriver un jour à discussion si le gouvernement le veut bien, puisque c'est lui qui inscrit les textes à l'ordre du jour. Donc l'initiative du Parlement national est quand même encadrée, pour le dire gentiment, voire quasiment faible, voire nulle. Bon, de ce point de vue, le Parlement européen n'est pas très différent du Parlement national. Donc si je résume, le Parlement européen, il a ce rôle de codécision avec le Conseil. Donc c'est très bizarre, hein, pour nous, parce que, en fait, il décide, il vote des textes, il peut s'opposer à des textes. Enfin, en gros, aucun texte ne passe si le Parlement n'est pas d'accord. Voilà. Donc, c'est quand même, ça fixe un petit peu les enjeux. Maintenant qu'on a posé ça, la question spécifique qu'on a traitée ce soir, c'est la question de l'économie. C'est-à-dire, finalement, quel est l'impact des décisions de l'Union européenne sur les choix économiques. Et là, on est sur des enjeux absolument colossaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut le dire tout à fait clairement, on le déplore ou on ne le déplore pas, vous allez très vite comprendre ce que j'en pense personnellement, mais quoi qu'il en soit, les décisions au niveau de l'Union européenne sont extrêmement importantes, au moins dans le domaine économique. Pourquoi ? Parce que on va prendre, pour essayer de voir quel est l'impact, les 4 grands instruments qui sont traditionnellement ceux des gouvernements pour intervenir dans l'économie. Vous avez un premier instrument qui est celui de la définition du périmètre des services publics. C'est-à-dire que dans un des instruments d'intervention du gouvernement dans l'économie, il y a le fait de dire « je souhaite que telle activité soit une activité marchande ou bien une activité qui relève du service public ». Si vous prenez la décision, par exemple, de dire « bon, l'école, je décide que c'est un service public », vous comprenez bien que ça a vous le savez, que ça a des conséquences tout à fait colossales, non pas seulement en termes sociaux, mais aussi en termes économiques. Parce que ça veut dire des activités qui sont prises en charge par la collectivité, qui sont financées par l'impôt, donc ça veut dire une certaine imposition ou un certain niveau d'imposition pour pouvoir financer ce service public. Et on peut comme ça décliner sur la santé, etc. Les services publics, vous le savez, c'est en même temps l'exercice concret d'un certain nombre de droits démocratiques, l'exercice concret des droits démocratiques, l'éducation, la santé, les transports, etc., etc., etc. Hein, vous le savez tous très bien. Et ça a aussi un impact économique certain. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose, par exemple, d'avoir certaines activités en service public ou d'avoir certaines activités en service marchand.
Bien entendu, sur le plan économique, ce n'est absolument pas la même chose en termes d'accès. L'accès de certaines catégories de population à certains services, quand c'est marchand, ben, il est plus faible que quand c'est service public. C'est même la justification principale, on va dire, du service public, c'est le fait d'assurer un accès plus large que selon la logique marchande. Donc c'est une première chose qui est l'instrument service public, définir un périmètre de service public. Et ça, c'est typiquement une des règles, enfin je veux dire en tous les cas, un des enjeux politiques majeurs pour chaque gouvernement de définir ce périmètre-là. Mais vous avez aussi, comme instrument d'intervention dans l'économie, la politique budgétaire. Elle est aussi absolument déterminante, la politique budgétaire, puisque à travers la politique budgétaire, c'est-à-dire à travers le niveau de recettes ou de dépenses dans l'imposition, vous avez, on vient d'en parler à l'instant, ce qu'on finance ou ce qu'on ne finance pas en termes de services publics, mais vous avez aussi la question de la redistribution des revenus, et donc des questions sociales absolument cruciales sur l'égalité, mais également des questions économiques de consommation. Bien entendu, si on redistribue des richesses à travers le budget, des revenus à travers le budget, il y a une consommation qui se fera différemment que si on ne le fait pas. Et puis également, à travers le budget, vous avez une autre notion qui est absolument déterminante, qui est celle de la fiscalité, à travers quoi se décide une notion extrêmement importante pour le contrat social, qui est celui de l'égalité ou l'équité de la contribution de tous aux charges communes, pour reprendre l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vous savez, qui dit pour l'entretien des charges communes, il y a besoin d'une contribution générale qui est répartie en fonction des moyens de chacun, la capacité contributive, comme on disait déjà à l'époque. Donc vous voyez, la politique budgétaire a aussi un poids tout à fait déterminant. C'est un instrument déterminant. La politique monétaire est un instrument déterminant. Parce que la politique monétaire, c'est plus abstrait, ça a l'air d'être plus lointain. La politique monétaire, ça consiste à savoir comment on finance la masse monétaire. La masse monétaire, c'est-à-dire l'argent qu'il y a en circulation. Et pour faire simple, ce financement, ou en tous les cas, cette politique concernant l'argent en circulation, ça détermine si, d'une part, on va financer les dépenses publiques avec de la monnaie créée ou sur les marchés financiers. Et là, déjà, on est sur des politiques très différentes. Parce que si on est sur une politique de monétarisation du déficit public, comme on dit, c'est-à-dire sur une politique par laquelle le gouvernement enjoint la banque centrale à créer de la monnaie pour financer le service public, on n'aura pas la même chose en termes d'inflation que si on est dans un autre type de politique qui consiste à ce que l'État se finance auprès des marchés financiers en payant un taux d'intérêt. C'est pas la même chose. Parce qu'à partir du moment où l'État se finance auprès des marchés financiers en payant un taux d'intérêt, donc il a derrière à mener des politiques qui sont des politiques d'austérité et de compétitivité pour pouvoir rembourser une dette avec le taux d'intérêt y afférent, ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'on est dans un autre type de politique monétaire. Également, la politique monétaire, ça a l'air comme ça d'être abstrait, mais en fait ça a des conséquences directes sur l'échange, c'est-à-dire finalement, les plus loin change, c'est-à-dire finalement sur le commerce international. Plus la monnaie sera forte, plus les exportations sont difficiles et inversement. Donc il y a véritablement, là aussi sur la politique monétaire, la manière aussi de financer les grands travaux. La politique monétaire, c'est très important. Vous voyez, par exemple, on dit, et c'est important de le dire et de le répéter, d'en avoir conscience qu'il y a un problème de chaos climatique. Si on veut financer la transition énergétique, eh bien, il y a un moment donné, il faut trouver ce financement, et la politique monétaire peut contribuer ou pas à trouver ce financement. Et puis, il y a un autre instrument de politique également
public extrêmement important qui est celui de la politique commerciale, c'est-à-dire le type de commerce qu'on a avec les autres, avec le reste du monde, le type d'accord qu'on a avec le reste du monde. Et ça a quelque chose de très important parce que selon les types d'accords qu'on met en place, on aura soit un commerce qui permettra que ce soit mené à l'intérieur des frontières un certain nombre de politiques où on va favoriser tel ou tel type d'activité, ou bien pas du tout. On aura la concurrence libre et non faussée. Et la concurrence libre et non faussée, ça veut dire que certains types d'activités ne pourront pas être découragés parce qu'il y a des accords de libre-échange qui empêchent tout cela. Une fois que j'ai fait ce petit détour-là, et j'espère pas avoir été trop abstrait ou trop long sur la question, au moins sur ces 4 questions-là, mais en réalité sur beaucoup d'autres, l'Union européenne a des conséquences extrêmement importantes. Détermination, je reprends chacun de ces éléments-là, mais il y en a d'autres. Service public. Il y a dans les traités de l'Union européenne 4 principes. 4 principes qui sont les 4 libertés fondamentales de l'Union européenne. Ces 4 libertés sont liberté, égalité, fraternité, pas du tout. Liberté des services, liberté de circulation des services, liberté de circulation des biens, liberté de circulation des capitaux, liberté de circulation des travailleurs salariés, c'est-à-dire détachement des travailleurs salariés. Ces 4 libertés-là étant posées, vous avez décliné toutes les politiques possibles de l'Union européenne concernant, entre autres, les services publics. Liberté de concurrence, c'est-à-dire liberté de circulation des biens et de prestation de services. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les entreprises qui assurent des services publics, y compris celles qui assurent des services publics, doivent respecter ce principe de la libre concurrence. À partir de cet environnement-là, l'Union européenne met en place, pas depuis hier matin, la première date de 1990, vous voyez, ça fait quand même un petit moment qu'on en cause, sur la libéralisation des services publics en réseau, en l'occurrence les télécommunications, met en place un système, c'est-à-dire un environnement qui est l'environnement concurrentiel auquel les services publics ne peuvent pas se soustraire, sauf dérogation. C'est-à-dire que simplement il y a la possibilité d'aménager un certain nombre de dérogations au fait qu'il existe encore quelques services publics, mais la logique qui est la logique marchande, en tous les cas, elle doit absolument prévaloir. Et 1990, télécommunications, 1991, chemin de fer, 1992-93, gaz, électricité, et depuis, on est par directives successives, par paquet de directives successives, on est dans des libéralisations successives des services publics, c'est-à-dire la mise en concurrence, ou plus exactement la normalisation de ces services publics, normalisation dans le sens marchand du terme. Les services publics, quoi qu'ils soient des services publics, quoi qu'on considère que politiquement il est important de considérer par exemple que l'éducation c'est pas un service marchand, eh bien si, il doit avoir cette logique qui aboutit à une mise en concurrence. La santé, la santé, vous le savez, enfin vous avez eu l'occasion de voir comment petit à petit les choses se mettent en place. Alors, pas d'une manière bestiale, pas d'une manière brutale, pas comme ça en 10 minutes. Encore une fois, vous avez vu ces libéralisations de quand ça démarre, 1990, vous voyez, le temps est laissé au temps, pour reprendre une expression ancienne. En tous les cas, le contexte, il est celui-là, celui que pose l'Union européenne. Il y a une activité absolument cruciale de l'Union européenne sur ces questions qui s'appelle l'harmonisation du marché intérieur. L'harmonisation du marché intérieur, c'est les conditions dans lesquelles se réalise
le seul principe qui est celui de la concurrence autour duquel s'organisent toutes les politiques de l'Union européenne et auxquelles sont soumis, entre autres, les services publics. J'ai parlé des services publics, mais il y a aussi, et vous l'avez vu là, j'en parle d'autant plus qu'on l'a vu dans l'actualité il y a quelques jours à peine, les questions industrielles. Au nom de la concurrence libre et non faussée, des choix industriels, après on en pense ce qu'on en veut, hein, de la mise en place de grands conglomérats, je pense évidemment à Siemens et Alstom. Voilà, Siemens et Alstom, bien sûr. Ça, l'Union européenne est intervenue au titre de pourquoi elle est intervenue, parce que elle a dans ses gènes, dans sa feuille de route, dans les traités, l'obligation d'intervenir et de mettre en place et de faire mettre en place en tous les cas le principe de la concurrence qui interdit donc ce genre de concentration, y compris si ça peut correspondre à une logique industrielle par ailleurs. Sur le plan budgétaire, vous le savez, le choix qui est fait, il est traduit dans l'Union européenne par ce qu'on appelle le traité, le TSCG, le traité de stabilisation et de coordination et de croissance. Oui, ça doit être ça. Non. C'est quoi le G? Traité de stabilisation. De garantie, oui. De croissance garantie? Non, c'est pas ça. C'est quoi le G? Ah. Ah bah zut alors, vous m'avez coincé. C'est quoi le G? Bon, on trouvera ça. Le TSCG, vous savez, c'est le traité, alors stabilisation de croissance, ça c'est sûr. Général, pardon. Oui, je pense que c'est ça. Mais vérifiez quand même, parce qu'on ne sait jamais. Ça m'échappe là, le G, là, d'un seul coup, j'ai comme un trou. Mais vous avez vos petits jouets, là, vous avez accès à ça. Hein. Vous pouvez, voilà, on peut tricher un peu, hein. C'est bien. C'est fait pour ça, hein, d'ailleurs. On va se le greffer bientôt directement, comme ça sera fait. Vous savez, c'était ce traité que François Hollande avait dit qu'il renégocierait, et puis il est arrivé, puis il n'a pas renégocié. Il n'a pas renégocié du tout, il a signé ça comme ça, etc. Bon. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce traité installe ce qu'on appelle le semestre européen, c'est-à-dire un système par lequel, en fait, chacun des budgets doivent s'inscrire dans les fameux critères du traité de Maastricht, hein, qui a été voté effectivement en 1992, où on a décidé que y avait un certain nombre de critères qui sont en fait des critères inventés sur un coin de table, qui consistaient à dire 3% du PIB, 60%, ça c'était pour le déficit, 60% pour la dette, c'est-à-dire le stock de ce que les États ont emprunté sur les marchés financiers, puisque les États se financent sur les marchés financiers et ne se financent plus directement auprès de la Banque centrale. Eh bien, avec le TSCG, il est question non pas seulement de respecter ces critères qu'en réalité plus personne ne respecte vraiment, en tous les cas pour ce qui concerne la dette, puisque personne n'est à 60% de la dette du PIB, mais surtout, il est là pour faire respecter la trajectoire de remboursement de la dette. C'est-à-dire, et ça c'est peut-être un petit peu moins connu, mais l'Union européenne vérifie qu'il y ait bien ce qu'on appelle un excédent primaire. C'est-à-dire que le budget des États doit être fait, non pas en équilibre, mais en excédent, avant paiement des intérêts de la dette. C'est-à-dire qu'il y a, mettons, je ne sais pas, en France c'est aux alentours de 300 milliards, il y a 300 de recettes, il faut au moins qu'il y ait 320, 300 X milliards, c'est-à-dire un excédent primaire pour que cet excédent soit affecté au remboursement de la dette et pas à autre chose. Et certainement pas à d'autres financements de services publics, etc., etc. Dans la mesure où par ailleurs on est dans une situation de croissance assez molle, pour le dire gentiment, et que par ailleurs, pour d'autres motifs qu'on va voir tout à l'heure à propos de l'injustice fiscale, il y a des recettes qui sont de plus en plus abaissées, eh bien on se trouve dans cette situation que les gouvernants, pour respecter ces règles objectives, entre guillemets,
ces règles qui ne sont pas discutables, puisqu'elles ne sont pas politiques, soi-disant, eh bien, ils sont amenés à prendre naturellement des coupes claires dans les budgets. Vous avez remarqué que lorsque il a été question de faire un grand débat, vous avez entendu parler de ça, eh bien, il a été question non pas de dire comment est-ce que on va financer les services publics, mais expliquez-nous de quoi on va pouvoir, expliquez-nous et dites-nous quels sont les impôts qu'on va couper sur les services publics. C'est quoi la logique? La logique, c'est celle-là, c'est-à-dire celle qui consiste à dire que de toute façon, puisque ces règles-là disent qu'il faut un remboursement, il faut un excédent primaire, et donc il faut non pas affecter les recettes à des dépenses qui pourraient être jugées socialement utiles, mais d'abord et exclusivement, en fait, au déremboursement, comme on dit maintenant, c'est-à-dire au remboursement de la dette publique. Dans un contexte, par ailleurs, où, je vous rappelle, une des 4 libertés fondamentales de l'Union européenne, qui est la liberté cruciale, peut-être la plus importante pour l'Union européenne, la liberté de mouvement des capitaux. Là, on touche au sacro-saint, vraiment. C'est vraiment le monstre sacré, ou veau d'or, je ne sais pas comment il faut dire. C'est-à-dire que là, on est sur la liberté de mouvement des capitaux, dans l'impossibilité de contrôler les capitaux aussi bien dans un sens que dans l'autre, et que vraiment, il est impossible pour les États de mettre la moindre réglementation sur la question. Moyennant quoi, dès lors qu'on est dans la liberté de mouvement des capitaux, et que par ailleurs, il est hors de question d'avoir des impôts au niveau européen, puisqu'on n'a pas une fédération, et que de toute façon, il n'y a pas de politique commune fiscale, on est dans la concurrence fiscale la plus forte. Ce qui a plusieurs conséquences. La première, et peut-être la plus choquante, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ça ne nous rajeunit pas, nous avons une structuration de l'impôt en cloche. Les économistes aiment bien avoir des choses comme ça qui ont l'air très jolies et tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, une structuration de l'impôt en cloche? Ça veut dire que si vous gagnez beaucoup d'argent, enfin vous gagnez de l'argent plutôt, simplement, on va dire, vous gagnez de l'argent, encore un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, et que vous en gagnez beaucoup, à un moment donné, vous arrivez à un maximum, et puis il y a ce qu'on gagne comme argent et ce qu'on a comme patrimoine. Et plus vous avez un patrimoine élevé, au bout d'un moment, aux environs de 6 millions, hein, si vous faites les choses bien, vous avez une structuration qui s'aplatit. C'est-à-dire que, hop, vous arrêtez de payer, ça s'aplatit. Et si vraiment vous avez un patrimoine assez gros, là on dépasse la dizaine de millions, hop, ça redescend. Pourquoi? Parce que précisément, il y a cette capacité de faire l'évasion fiscale, qui est légale. Cette capacité qui est rendue possible par le fait qu'existe la liberté des mouvements des capitaux, et qui fait que plus vous avez de l'argent, mais là je ne parle pas de l'héritage de Tata Amélie, hein, je ne parle pas des 300 000 euros qu'on peut avoir parce qu'on a une maison ici ou une maison là, non, je parle de vraiment beaucoup d'argent, là je parle en dizaines de millions d'euros, hein. On est passé sur autre chose. Et bien là, à ce moment-là, vous commencez à avoir un impôt qui diminue. Et si vraiment vous faites partie du tout petit décile qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, là, ça devient le jackpot. Aujourd'hui, avec la structuration de l'imposition que nous avons dans notre pays, mais elle est partout équivalente dans les autres pays de l'Union européenne, un ingénieur qui travaille chez L'Oréal, et qui donc est bien payé, hein, enfin, comme un ingénieur, bien payé, paye proportionnellement plus d'impôts que son employeuse, que Madame Bettencourt qui possède L'Oréal. Mais oui, et qui gagne, elle, approximativement, parce qu'on ne peut pas le savoir à ce niveau-là, 1 million d'euros par jour. Et donc, vous voyez, parce qu'il y a cette structure-là, comme ça, qui est rendue possible par cette évasion fiscale qui, encore une fois, est légale, liberté de mouvement des capitaux. Interdiction de faire le moindre contrôle sur ce mouvement des capitaux.
Récemment, le mouvement altermondialiste dont Attaque, hein, enfin récemment non, ça fait 20 ans maintenant qu'on se bat comme des chiffonniers pour obtenir un truc, et on a cru qu'on allait pouvoir obtenir un truc, puisqu'on avait réussi cet exploit, enfin pas nous tout seuls, hein, parce qu'il en a fallu de l'encre et de la salive pour y arriver, à faire les coopérations renforcées, comme on dit, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Union européenne, qui est 9 États qui se décident à faire une taxation des mouvements financiers. 8 étaient d'accord. Quel était le 9e qui n'était pas d'accord? Ben, vous le saviez déjà, le nôtre. Oui, le suspense n'était pas tellement fort non plus, mais enfin voilà. Donc même ça, c'est-à-dire cette taxation des mouvements financiers qui concerne un petit pourcentage, vraiment une petite chose de rien du tout finalement, eh bien même ça c'est encore trop et on ne l'obtient pas. Donc vous voyez toutes les conséquences que ça a. C'est-à-dire d'un côté, des recettes diminuées, une capacité d'évasion fiscale, une baisse de la contribution commune. Aujourd'hui, on est en train de passer à une imposition des sociétés nominale autour de 20%, 22%. Elle était 32% il y a 10 ans simplement. C'est nominal, hein. Nominal, c'est-à-dire ça veut dire théorique. Les entreprises transnationales ne sont pas du tout à 22%. On a vu Total était à 2 l'année dernière, Starbucks était à 0. Après, bon, en dessous de 0, ça va être difficile de faire moins quand même. Donc, vous voyez l'impact que ça a, ce genre de règles, effectivement. Effectivement également la politique monétaire, c'est-à-dire le fait que la Banque centrale a une politique qui est uniquement axée sur l'inflation. Le fait de défendre, enfin le fait d'avoir des politiques qui soient suffisamment restrictives sur le plan monétaire, comme on dit, pour avoir une inflation la plus basse possible. Qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Eh bien, ça a tout simplement que les États sont amenés à avoir des politiques d'austérité, tout à fait naturellement, pour, encore une fois, pouvoir rembourser, dans un contexte qui est celui fixé par la Banque centrale, qui est un contexte d'austérité, pour pouvoir rembourser la dette. Je vous ai parlé tout à l'heure aussi d'un instrument qui est celui de la politique commerciale. Bon. Alors là, je vais essayer d'être court, mais il ne faut pas trop me lancer là-dessus parce que je peux tenir 3 heures, là je vous avertis. Sur la politique commerciale, c'est mon cheval de bataille depuis toujours. C'est les accords de libre-échange. La politique commerciale commune est une politique exclusive de l'Union européenne, c'est-à-dire elle l'amène seule. Les États membres ont délégué. Ils donnent le mandat de négociation pour les accords de libre-échange, mais pour le reste, les États membres ont délégué. Ensuite, ils doivent ratifier quand il y a des aspects qui relèvent de leurs compétences nationales. C'est un petit peu complexe, mais enfin... Ce qui veut dire que, par exemple, le CETA, l'accord avec le Canada, doit être ratifié au niveau national, mais que le JEFTA, qui vient d'arriver, l'accord avec le Japon, n'a pu être ratifié... Et Singapour, là, n'a pu être ratifié qu'au niveau... pardon, le JEFTA, pas Singapour. Le JEFTA n'a pu être ratifié qu'au niveau... européen, puisqu'il n'y a pas de compétences des États membres, des compétences nationales, d'éléments qui relèvent de cette compétence nationale dans l'accord avec le Japon. Ces accords de libre-échange, pour faire vite, ce sont des accords qui posent comme principe la libéralisation, c'est-à-dire la concurrence de tous contre tous, la concurrence au-dessus de tout, même on peut le dire comme ça, mais aussi qui installent un certain nombre de mécanismes qui ont des conséquences concrètes sur nos vies quotidiennes. Les mécanismes que sont par exemple mécanismes d'arbitrage, c'est-à-dire ce mécanisme par lequel une entreprise, une grosse entreprise, hein, pas la boucherie-charcuterie du coin, hein, une grosse entreprise transnationale siffle dans ses doigts, convoque les États à sa table et lui dit « Vous avez pris une réglementation qui est contraire à mes bénéfices escomptés, vous me devez tant. » C'est ce que fait Philip Morris quand il y a une réglementation contre le tabac, c'est ce que fait Vattenfall lorsque l'Allemagne décide de sortir du nucléaire, etc. etc. C'est ça qu'il y a dans ces accords de libre-échange. Mais il y a aussi un autre mécanisme dans ces accords de libre-échange qui est le mécanisme de coopération réglementaire. C'est très joli comme ça, hein, coopération réglementaire. Bon.
c'est le mécanisme par lequel les parties à l'accord, c'est-à-dire l'Union européenne et par exemple le Canada, l'Union européenne et le Japon, s'engagent à terme à avoir des réglementations qui convergent et à faire en sorte que tout ce qui est, je cite, trop coûteux pour les entreprises soit supprimé des réglementations. Trop coûteux pour les entreprises. Quand on entend ça, on se dit « Ah bon, qu'est-ce que ça veut dire ?» Ben, ça veut dire que tous nos choix collectifs, le fait d'avoir ou non des OGM dans l'assiette, le fait d'avoir ou non des pesticides, je parle de l'assiette parce que depuis tout à l'heure, il y a le buffet qui me nargue là, vous ne le voyez pas, moi je le vois, c'est terrible, supplice là, bon, tout ça, ça relève de choix collectifs, c'est-à-dire le fait, oui ou non, de savoir ce qu'on mange ou ce qu'on ne mange pas. D'avoir du saumon avec des OGM ou pas, enfin bon, toutes ces choses-là. Nous sommes sur un sol avec du carrelage. Ce carrelage-là, je suis prêt à vous parier de l'argent qu'il y a du phtalate dedans. Ça recouvre le carrelage dans les choses publiques, comme ça. Et quand on respire, au bout d'un moment, ça donne des maladies pas spécialement agréables. Respiratoire, enfin tout ça. Cette réglementation sur les phtalates, il a fallu se battre pour qu'elle soit enfin retirée. Mais le point de départ, c'est quand même l'Union européenne qui y a pensé, qui a autorisé ce genre de choses, parce que quoi ? Parce qu'il y a effectivement des accords de libre-échange, il y a aussi des lobbies qui interviennent très puissamment pour autoriser ce genre de choses. Voilà l'ensemble des domaines, enfin l'ensemble. J'en ai volontairement oublié quelques-uns, parce que d'abord on ne peut pas parler de tout, et je n'ai parlé que des choses les plus importantes. Je pourrais aussi parler de l'éducation. Il faudrait aussi revenir sur les questions environnementales. Les questions environnementales aussi ont à être traitées par l'Union européenne. Et là, il y a des choses positives. Si. L'Union européenne a, concernant par exemple les pesticides, une action beaucoup plus protectrice, beaucoup plus intéressante que la France par exemple. Bon, vous allez me dire, pas forcément difficile, mais enfin en tous les cas, vous voyez, il y a des réglementations de l'Union européenne qui sont intéressantes de ce point de vue-là. Bon, sauf que je viens de vous parler des accords de libre-échange et vous vous rendez bien compte que quand il y a un mécanisme de coopération réglementaire qui est un mécanisme qui joue avec un pays comme le Canada, qui est un pays minier, qui veut des permis d'exploitation miniers partout, parce que c'est un pays où il y a des foreurs et des entreprises de forage puissantes. Évidemment, on comprend que là, on a du souci à se faire sur la protection de l'environnement. Également, on a du souci à se faire sur la protection de l'environnement lorsqu'on multiplie les accords de libre-échange qui accentuent, qui multiplient, qui accroissent le commerce dans le monde, sachant qu'à chaque fois que vous mettez un container sur les mers de plus, vous mettez 1 million, l'équivalent d'1 million de voitures en route en plus. Bon, sur l'environnement, on va dire que c'est peut-être pas exactement ce qu'on recherche par rapport aux questions de réchauffement climatique. Donc vous voyez, là aussi les enjeux sont tout à fait importants. Donc là j'ai dressé quelques éléments de la situation et des enjeux. Et je vais terminer là-dessus pour laisser du temps justement au débat, parce que là j'ai juste soulevé des choses qui vont entraîner tout un tas de questions. Je voudrais terminer en disant, ces élections européennes, en même temps, il ne faut pas non plus se raconter d'histoire entre nous, ou de carabistouille, si vous voulez. En tous les cas, c'est pas ni ce que je fais, le groupe auquel j'appartiens par ailleurs. C'est que les élections au Parlement européen ne vont pas, par elles-mêmes, rendre possible un changement des traités. Il ne faut pas se raconter d'histoire là-dessus. Il ne faut pas être en train de se dire, grâce
au Parlement européen, demain on va avoir une Europe sociale. C'est pas vrai. Ça fait 20 ans qu'on le répète, ça fait 20 ans que vous constatez que c'est pas vrai, et il n'y a strictement aucune raison que ce soit vrai demain matin, juste parce qu'on le dit. Non, c'est pas vrai. Il va pas y avoir, quand bien même, hypothèse, les gens qu'on espère arrivent au Parlement européen de manière majoritaire, ce qui est loin d'être acquis, même s'il y a ça, ça ne voudra pas dire pour autant que miraculeusement l'Union européenne va changer comme ça. Non. Il ne faut pas se raconter d'histoire, et en tous les cas, on n'est pas partisan de raconter. En revanche, là où il y a des enjeux qui sont importants, c'est de dire que les choses peuvent se faire et doivent se faire, en tous les cas, elles peuvent se faire par étapes. C'est-à-dire déjà, élection au Parlement européen, où là, en fonction des choix des uns et des autres, on enverrait des députés qui auraient notre confiance, ce serait déjà pas si mal, qui auraient au moins deux rôles politiques. Le premier, et ça comme membre d'un mouvement social, je trouve ça extrêmement important, je peux en témoigner personnellement, le premier, comme citoyen, comme citoyenne, on a toujours besoin d'élus dans ce genre d'instance pour savoir ce qui est en train de se passer. J'ai fait partie, comme beaucoup d'entre vous ici, j'imagine, des mobilisations sur le TAFTA et sur le CETA. Heureusement qu'on avait des alliés au Parlement européen, des gens qui nous ont dit comment les choses se passaient, qui nous ont sorti des fois des textes, des fois c'est nous qui les sortions, mais des fois c'était eux. Heureusement qu'on a ça, qu'on a des gens comme ceux-là, qui font ce travail-là, parce que ça nous permet de conduire ensuite des mobilisations, et ça c'est extrêmement précieux, véritablement, d'avoir ça. Il ne faut surtout pas laisser ce genre d'instance auprès de gens qui seraient nos ennemis politiques et qui n'aideraient pas les mouvements sociaux. Et puis l'autre chose aussi, c'est que l'ensemble des choses dont je vous ai parlé, tous les enjeux, tous les problèmes, eh bien ça, avec les élections, en votant éventuellement et en envoyant éventuellement des gens qui seraient favorables à ce qu'on pense, on a la possibilité là de créer une force politique qui peut commencer à mettre en place ou à amplifier les combats dont nous avons besoin. Parce qu'il est absolument certain, encore une fois, que si on laisse ce genre d'instance, même si elle n'est pas parfaite, entre les mains des néolibéraux furieux qui par ailleurs nous gouvernent, eh bien il est certain que les choses ne s'amélioreront absolument pas. Donc l'enjeu, encore une fois, il est là, il est celui de faire de cette élection un moment, finalement un moment citoyen. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de votre attention. De toute façon, tu mets jamais le son. Pas quand je mange.